Ensuite, une fois qu'on aura révisé les fonctions, on va corriger l'exercice qui était à faire. Alors, si je me souviens bien, il devait rester des exercices sur la trigonométrie et aussi un exercice sur le QCM de la dernière fois que je vous avais demandé d'essayer de trouver. Et on terminera les équations. Alors, on reviendra un petit peu sur les techniques de résolution rapidement, puisqu'on a déjà eu le temps de le travailler, mais comme les vacances sont passées par là, on va se remettre en tête ce qu'il faut. Et ensuite, on s'attardera davantage sur des petits exercices, des petits problèmes dans lesquels on est amené à se servir des équations. Alors, comme la dernière fois ou comme les dernières fois, le cours sera mis à disposition sur la chaîne YouTube du collège. Comme ça, si à certains moments c'est allé un petit peu vite, ben, vous aurez la possibilité de le reprendre tranquillement. Et si après il y a quand même des questions qui restent en suspens, eh bien, soit vous me les poserez directement en passant par la messagerie de l'ENT, ou alors la semaine prochaine si ça peut attendre. Bien, alors sans plus tarder, on va faire un petit tour du côté des fonctions. Alors, on va reprendre tout ce qu'on a vu sur les fonctions, c'est-à-dire les lectures graphiques, les lectures à partir de tableaux et les calculs d'images et d'antécédents. Alors, j'en vois qui se joignent à nous en même temps, donc j'attends qu'ils soient connectés pour avancer. Bon, allez, c'est parti. Donc, différents petits exercices. Bon, ce qu'on va faire, c'est que certains d'ailleurs vont pas vous paraître complètement inconnus parce qu'on a déjà dû les faire quand on a fait le chapitre sur les fractions, sur les fonctions, pardon. Donc, je pose l'exercice, vous levez la main pour répondre et on déroule les choses comme ça. Ah, Sarah, il y a une Sarah qui me dit qu'elle n'entend pas. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, mais bon. Alors, Sarah, si les autres m'entendent, c'est plutôt. Alors, je vais lui envoyer un message. OK. Alors, donc, vérifie. Bon, on verra si Sarah arrive à débloquer son son. Bon, alors, premier exercice. Donc, ce graphique montre l'évolution du poids d'un enfant en fonction de son âge pendant la première année. Alors, rappelez-vous du vocabulaire qu'on avait vu dans ce chapitre, les variables, les grandeurs mesurées. Allez, qui peut me donner la variable dans cette situation et la grandeur mesurée? Elina? Bonjour monsieur, Bonjour. je dirais que la grandeur mesurée c'est le poids et la Oui, variable c'est l'âge. très bien, exactement. Et en termes mathématiques, donc la grandeur mesurée, c'est ce qu'on appelle l'image, et la variable, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Et souvenez-vous bien, ça fait partie des choses à savoir absolument. Quand vous avez un graphique, la variable ou l'antécédent, vous les trouverez systématiquement sur l'axe horizontal. L'image ou la grandeur mesurée, vous la trouverez systématiquement sur l'axe vertical. Voilà. Donc normalement, quand vous savez ça, dès que vous voyez le graphique, vous arrivez à vous y retrouver. Bon, quel était le poids de l'enfant à 4 mois? Alors, Elina, qui a toujours la main levée, on continue? À 4 mois, il pesait 6 kilos. Très bien, bonne réponse. Alors, attendez, je réponds à un message de Sarah. Ensuite, question suivante. À quel âge l'enfant pesait 4 kilos? Allez, Maxime. Bonjour monsieur. Bonjour. Euh, donc l'enfant, il avait 1 an quand il pesait 4 kilos Oui. et quand il en pesait 9, il avait 10 ans. Et quand il en pesait 9, il avait 10 ans, exactement. Donc, en même temps, je m'excuserai, il y a des blancs, mais en même temps, je réponds à des messages.
Bon, deuxième exercice. La distance de freinage d'un véhicule correspond à la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt. Le graphique que vous avez définit la fonction f qui a une vitesse en km par heure, associe la distance de freinage en mètres. Alors, première question. Quelle est la variable, quelle est la grandeur mesurée? Allez, qui me donne ces infos? Kylian? Bonjour. Bonjour. C'est la distance de freinage par rapport à la vitesse. Oui, mais du coup, quelle est la grandeur mesurée? La grandeur mesurée, c'est la distance de freinage. Très bien. C'est la distance de freinage. Alors, attends, c'est très bien. Excuse-moi, c'est que ça, je continue de répondre à Sarah, qui me dit qu'elle voit rien à l'écran en plus. Bon, et du coup, la variable, ben, si la grandeur mesurée, c'est la distance de freinage, la variable, c'est la vitesse. Bien, très bien. Ensuite, question suivante. Quelle est la distance de freinage d'un véhicule qui roule à 120 km par heure? Allez, qui me donne la réponse? Maxime? La distance de freinage d'un véhicule roulant à 120 km/h, ça serait 90 mètres. 90 mètres. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas comment, si vous y arrivez, vous, mais répondre à l'écrit en même temps qu'on parle à l'oral, c'est pas facile. 90 mètres, puisqu'il y en a qui me donnent les réponses. Alors, vous pouvez le faire d'ailleurs, il y en a qui me donnent les réponses par message privé. Donc en même temps, je contrôle ce qui est écrit. Enfin, dernière question. Le véhicule met 40 mètres pour s'arrêter. À quelle vitesse roulait-il? François? 80 km/h. Alors, il met 40 mètres pour s'arrêter, il roulait à 80 km par heure. Très bien. Ok, fini. Alors, euh, juste un petit détail sur la prononciation. Quand on parle de vitesse, on dit kilomètres par heure. Parce que c'est vrai qu'en abrégé, on dit kilomètre heure, mais la vraie prononciation, c'est kilomètres par heure. Et l'avantage de cette prononciation, c'est qu'elle dit clairement ce que ça mesure. C'est le nombre de kilomètres parcourus pour une heure. Bien, troisième. Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la température en degrés à la station Météo Paris, 1er août 2015. On notait la fonction qui à l'heure associe la température en ce lieu. Quelle est la variable? Bon, sur quel axe la trouve-t-on? Là, on va passer, je pense que maintenant tout le monde s'en rappelle. On va essayer de gagner du temps pour avoir un peu plus de temps sur des choses plus nouvelles. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la température qu'il faisait à 8 heures? Kylian? Il faisait 15 degrés. Très bien. Et dernière question, combien... Ah, attendez, c'est que j'ai 2 fois dans la journée, la température a été de 23 degrés. Alors, c'est arrivé combien de fois dans la journée d'avoir une température qui faisait 23 degrés? Étienne? 2 fois dans la journée. Alors, va jusqu'au bout. Regardez bien, attention au nombre de croix. Oui, Ah non, 3 fois. en fait, 3 fois, c'est-à-dire que si vous regardez bien dans le graphique, il n'y a pas des croix pour chaque jour. Donc, en fait, il y a bien 3 fois. Avant qu'on passe à l'exercice suivant, je regarde juste pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'image de... Est-ce que quelqu'un peut me donner l'image de 14? Kylian? 24. 24, c'est la bonne réponse. Quels sont les antécédents de... quels sont les antécédents de 17, par exemple? Maxime? Les antécédents 17, c'est 3 et presque 9. 3 et
Un peu plus de Presque 9. 9, j'ai dit, oui. Presque 9. OK, donc les antécédents de 17. Donc c'est là qu'il est important de... Alors, je fais le dépannage de Sarah en simultané. Là. Ah, j'arrive plus à la joindre. Bon. Alors, pour trouver l'antécédent ou l'image, il faut bien garder en tête où se situe chacun des éléments. L'antécédent, comme on le trouve sur l'axe horizontal, si on vous demande de trouver l'antécédent de 17, ça veut dire que dans ce cas-là, si on vous demande de trouver l'antécédent, 17, ça correspond à l'image. Donc 17, on va le prendre sur l'axe vertical. Et une fois qu'on a repéré la graduation 17 sur l'axe vertical, ensuite, on suit la ligne pour regarder à quel moment la courbe rouge va traverser cette ligne. Elle la traverse à 2 endroits, à 3, et effectivement, comme disait Maxime, à peu près 9. Voilà, donc il y a 2 antécédents. Suivant. Alors, voilà, c'est là qu'on a le vrai problème avec l'image antécédent. C'est-à-dire, tant qu'on a des grandeurs, c'est-à-dire des vitesses, des distances, des durées, des masses, en fait des choses qui peuvent s'exprimer avec une unité, c'est assez facile de lire sur un graphique parce qu'on va vous demander soit une masse, soit une durée, donc vous savez immédiatement sur quel axe vous devez regarder. Quand vous êtes sur des cours mathématiques, et ceux qui iront au lycée l'année prochaine, vous allez travailler quasiment que sur des choses comme ça, mais il n'y a plus d'unité. Vous avez des nombres, uniquement des nombres. Donc on a besoin d'utiliser ces termes d'image et d'antécédent pour bien savoir si on parle du nombre qui est sur l'axe horizontal ou du nombre qui est sur l'axe vertical. Donc la première question, on y a déjà répondu. Sur quel axe lit-on les images? C'est sur l'axe vertical. Et sur quel axe lit-on les antécédents? C'est sur l'axe horizontal. Donc ça, il ne faut pas hésiter, même vous, le jour d'un contrôle, ou le jour du brevet blanc, ou le jour du brevet, peu importe, à rajouter les informations sur le graphique pour bien vous orienter. Alors, deuxième question, petit a, lire F entre parenthèses 0,5. Donc, première des choses, comment se lit cette notation? Qu'est-ce qu'elle signifie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, j'ai vu que depuis tout à l'heure, François, tu as la main levée. Alors, si c'est pour... voilà. Parce que je ne sais pas si c'est que tu as quelque chose à rajouter ou si c'est que tu l'as oublié. F entre parenthèses 0,5, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Eh bien, d'accord. Personne? Elina? Il faut chercher l'image de 0,5. Très bien, c'est exactement ça. F entre parenthèses 0,5, ça veut dire l'image. Donc ça veut dire que 0,5, si je cherche l'image, ça veut dire que 0,5, je le prends sur l'axe horizontal. Donc vous le repérez sur l'axe horizontal. Donc 0,5, c'est entre 0 et 1. Et ensuite, vous regardez quelle est la hauteur de la courbe rouge à cet endroit-là. Et ça vous donnera l'image. Alors, est-ce que quelqu'un... Je vois Kylian, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner l'image de 0,5? Alors, elle est pas... vous l'avez juste sous les yeux. Maxime? C'est. Bon, bah merci, oui. C'est 0. C'est 0. Je rajoutais pour les autres, puisque tu allais donner la réponse. C'est 0, c'est-à-dire on se place à 0,5. Donc 0,5. Attendez, je vais voir si j'arrive à m'appliquer un peu plus. Voilà, 0,5, c'est cette graduation-là. Et à cet endroit-là, la courbe, elle touche la ligne horizontale. Et la ligne horizontale, ça correspond à une graduation de 0. Donc l'image de 0,5, c'est 0. Bien, on continue. Est-ce que quelqu'un maintenant peut me donner l'image de moins 1,5?
Alors, Maxime a déjà la réponse. Allez, bien, vas-y. Et bah, j'aurais dit que ça faisait 1. Alors, moins 1,5, ça fait 1. Donc, on cherche moins 1,5 sur l'axe horizontal, donc il est ici. Et une fois qu'on a repéré la graduation qui correspond donc à l'antécédent, eh ben, l'image, on cherche le point de la courbe qui est en face. Il est ici, et ici, je suis bien en face de la graduation 1. Donc l'image de moins 1,5, c'est égal à 1, donc on l'écrirait comme ça. Voilà. Et dernière situation, est-ce que quelqu'un peut me donner l'image de 0 cette fois-ci? Allez, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui savent. Cherchez 0 sur l'axe horizontal et regardez le point de la courbe qui est en face. Allez, ça fait partie des choses, il faut les maîtriser, hein. Vous allez en manger à tour de bras l'année prochaine. Bon, mais Maxime, vas-y, donne-moi ta réponse. Bah, j'aurais dit que ça faisait 0. L'image de 0? Non, ça fait pas 0. Alors, quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre se propose? François? 0,5. C'est plus. C'est plus. Alors, toujours pareil, hein, quand on vous demande de trouver l'image de 0, le 0, c'est le nombre qui est sur l'axe horizontal. Donc le 0, il est ici. Donc on cherche le point de la courbe Mégane, c'est plus. On cherche le point de la courbe qui est en face du 0. On suit la ligne, hein. Je suis désolé à la souris, c'est pas facile de faire quelque chose de droit. C'est ce point-là. Et quand on a trouvé le point qui est en face de la graduation 0, eh bien, on n'a plus qu'à lire son ordonnée. Et son ordonnée, c'est, du coup, c'est 3. 3. Voilà. Donc on écrira que l'image de 0, c'est 3. Bon, ça, il va falloir qu'on le retravaille. Il faut que ça devienne instinctif, c'est-à-dire, vous voyez la question et tout de suite, instantanément, vous savez exactement comment faire. Comme normalement, ça devrait se passer pour les tables de multiplication. Alors, suite, est-ce que vous pouvez me citer un nombre qui n'a aucun antécédent? Bon, ça vous inspire pas. Maxime, Moins 3. alors moins 3. Donc le truc s'arrête à moins 2, mais voilà, moins 3, exactement. Alors je vais le faire pour moins 2 parce que moi je ne pourrais pas faire tenir moins 3 sur le graphique. Ah, mais attends, tu parles du moins 3 à l'horizontale ou du moins 3 à la verticale? Bah, les deux. Oui, mais là, dans la question, un nombre qui n'a aucun antécédent, on va chercher un nombre qui est sur quel axe? La verticale. Voilà. Alors du coup, comme je ne peux pas descendre jusqu'à moins 3, alors pour ceux qui écoutent, là, si je prends le moins 3 qui est ici, effectivement, je n'ai aucun point de la courbe qui est en face. Donc je dirais que ce moins 3 là n'a pas d'image, puisqu'il n'y a pas de point de la courbe en face. Par contre, si je cherche un nombre qui n'a aucun antécédent, ça veut dire que le nombre de départ, c'est l'image. Donc ça veut dire que je vais chercher moins 3 sur l'axe vertical. Comme il ne va pas assez loin, on va s'arrêter à moins 2. Ça fera exactement la même chose. Si je prends le nombre qui est en face de la graduation, moins 2 à la verticale, et si je cherche son image, eh bien, je vais m'apercevoir qu'il n'y a aucun point de la courbe qui croise la ligne qui passe par moins 2. Aucun. Donc ça veut dire que moins 2 n'a pas d'antécédent.
D'accord? Est-ce que quelqu'un maintenant pourrait me donner un nombre qui a un seul antécédent? François? Moins 1. Oui. Si je prends moins 1, donc c'est... Et je regarde la ligne qui passe par moins 1, ben, je m'aperçois bien que j'ai un seul point qui se situe sur cette ligne. Donc moins 1 a un seul antécédent. Et cet antécédent, c'est 1. Est-ce que vous pouvez me trouver un nombre maintenant qui a deux antécédents? Maxime? Pardon, 0. 0. Ah, si je remonte un peu plus haut, voilà, eh bien je m'aperçois que 0 a un seul antécédent. Si je trace la ligne qui passe par la graduation 0 à la verticale, eh bien, cette ligne-là va couper la courbe deux fois, une fois ici et une fois là. Ce qui signifie que 0 a deux antécédents. On a 0,5, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est un nombre qui se situe entre 1 et 1,5. Donc là, on est forcément obligé de faire une estimation. Alors on peut dire que ça fait 1,4, 1,35. Là, c'est difficile de donner quelque chose de précis. On passe à la dernière question de cet exercice, puisqu'il nous reste une demi-heure de cours et je voudrais qu'on parle équation. Alors, est-ce que vous pouvez me trouver un nombre qui a trois antécédents exactement? Alors, il y en a qui m'ont... Alors, du coup, je vais citer Lucas, puisqu'il m'a répondu par message. Lucas m'a proposé 1, qui est une bonne réponse, parce que si je trace la ligne qui passe par le point d'ordonnée 1, eh ben, je constate bien que elle va couper la courbe trois fois là, là et là. Donc 1 a trois antécédents. OK. Allez, on va enchaîner sur le suivant. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à le signaler. Hein. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Allez, on continue et on s'arrêtera à celui-là pour avoir le temps de faire d'autres exercices sur les fonctions. Alors, sur ce graphique, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'image de 10? Allez, essayez de participer, que ce ne soit pas toujours les mêmes. Quelle est l'image de 10? Alors, Stéphane, Sarah, c'est bon. Elina? Kylian, c'est 2. bon? Oui, très bien, c'est 2. Je cherche l'image de 10. Donc, comme je cherche le nombre qui est sur l'axe vertical, ça veut dire que le nombre qu'on me donne est forcément sur l'autre, sur l'axe horizontal. Donc, je cherche 10 sur l'axe horizontal. Et si je suis la ligne qui passe par 10, voilà son image. Et elle vaut 2. Très bien, Elina. Est-ce que quelqu'un peut me donner maintenant l'image de 6? Kylian? 4. Très bien. Si on cherche 6, il est positionné ici. Le point qui est en face, il est là. Et ce point-là, il a bien pour ordonnée 4. Suivant, quelle est l'image de 2? Alors, quelle est l'image de 2? Donc, il y en a qui répondent. Hein. Je vois Sarah, Megan, donc c'est bonne réponse. Il n'y a pas de problème. Maxime? L'image de 2, c'est 3.
l'image de 2, c'est 3. Voilà, je cherche 2 est ici, la graduation 2 à l'horizontale est ici. Donc le point de la courbe qui est en face, c'est celui-là, et celui-là, il est en face de la graduation 3. Donc l'image de 2, c'est 3. On va faire la question petit b et ensuite on passera à l'exercice d'après. Cet exercice-là, on l'a déjà fait, donc normalement vous avez la correction complète, mais comme il nous reste une vingtaine de minutes, ça serait bien qu'on puisse avancer. Est-ce que quelqu'un peut me donner maintenant le ou les antécédents de 3? Sarah, c'est bon. Stéphane, il y en a un. Oui, mais il y en a un second. Lucas, c'est bon. Allez, Maxime, je t'écoute. Les autres sont plus timides. Mégane, c'est J'aurais bon. dit que c'était 2 et 8. Très bien. Donc maintenant, je cherche des antécédents. Donc je cherche des nombres qui sont sur la graduation horizontale. Donc comme je les cherche, forcément, on ne va pas me les donner. Ce qui veut dire que quand on me demande de trouver l'antécédent de 3, 3, il faut que je le prenne sur l'axe des images. Donc je cherche la graduation 3. Et ensuite, je regarde combien déjà j'ai de points de la courbe qui sont sur cette ligne. Donc il y en a 2. Et une fois que je les ai trouvés, je cherche la graduation, l'abscisse pour chacun d'entre eux. Donc pour le premier, c'est 2. Et pour le deuxième, c'est 8. Donc 3 a 2 antécédents qui sont 2 et 8. Est-ce que quelqu'un peut maintenant me donner tous les antécédents de 1? Alors Kylian, Sarah, c'est bon. Ah ben Kylian, vas-y. François, c'est bon. 0. C'est 0. Donc l'antécédent de 1, je cherche 1 sur l'axe vertical, il est ici. Le point de la courbe, ben, je n'ai pas besoin de le chercher bien loin parce que la courbe passe exactement par ce point-là. Et donc, si je suis l'abscisse de ce point, ben, l'abscisse de ce point, c'est 0. Voilà. Donc l'antécédent 1 a un seul antécédent et cet antécédent, c'est 0. Bon, pour faire les deux autres questions, je vous laisserai regarder sur l'exercice qu'on a déjà fait. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez le faire et vous me demandez les réponses, je vous les enverrai. Et on va, bon là, de toute façon, c'est le même genre d'exercice. On va passer un petit peu à la lecture de tableau pour varier. Tu as trouvé l'outil de dessin, Sarah? Allez, sur ce tableau-là, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'image de 4? Alors, quelle est l'image de 4? François? 0. Très bien. Donc, il faut regarder cette colonne-là. Alors, le petit 0, là, c'est un bug, il ne faut pas en tenir compte. Donc, à souvenir que sur un tableau, on aura toujours la même organisation. Sur la première ligne, l'antécédent. Sur la seconde ligne, l'image. Voilà, tous les tableaux sont conçus pareil, ce qui fait qu'une fois qu'on le sait, on a vite pris ses marques. En plus, la notation F entre parenthèses X signifie aussi l'image, donc on ne peut pas se tromper. Je cherche l'image, j'ai cliqué, pardon, je cherche l'image de 4, donc ça veut dire que 4, c'est un antécédent, je le cherche sur la première ligne, et quand j'ai trouvé, je regarde le nombre qui est en face. Allez, deuxième. Est-ce que quelqu'un peut me donner maintenant un antécédent de 14? Kylian? 3. Très bien, 3. Donc maintenant, je cherche un antécédent. Donc comme je cherche un antécédent, ça veut dire que le nombre qu'on me donne est forcément une image. Si c'est une image, il est sur la seconde ligne du tableau. Donc je cherche 14 sur la deuxième ligne du tableau et quand je l'ai trouvé, ben, je regarde simplement le nombre qui est en face sur la première ligne. L'antécédent de 14, c'est 3. Allez, suivant. Quelle est l'image de 0?
Allez, Maxime. L'image de 0, c'est 4. Non, Moins 4. c'est moins 4. C'est qui vient de parler là? Je sais pas. C'est moi. Ah, d'accord, c'est Étienne, oui. Ouais, parce que je n'avais pas vu. Bon, c'est moins 4. Donc attention, le mot important, c'est image. Hein. Quelle est l'image? Donc ça veut dire que je cherche un nombre qui sera sur la deuxième ligne du tableau. Par conséquent, si je cherche le nombre qui est sur la deuxième ligne, on me donne celui qui est sur la première. Donc je cherche 0 sur la première ligne, qui est juste au début d'ailleurs. Et le nombre qui lui correspond sur la seconde ligne, son image, c'est donc moins 4. Allez, on continue. Est-ce que quelqu'un peut cette fois-ci me citer les antécédents de 0? Alors, je vous laisse regarder. Allez, il ne faut pas avoir peur de participer. Mégane, Moins 1 et 4. très bien, bonne réponse. Donc les antécédents de 0, on les trouve ici. Comme je cherche les antécédents, je cherche donc des nombres qui seront sur la première ligne, ce qui veut dire que celui qu'on me donne est sur la deuxième ligne. Donc les 0, j'en ai 2, ce qui veut dire que 0 a 2 antécédents qui sont moins 1 et 4. Bien. Allez, on en fait un dernier. Alors, il faut compléter soit en mettant image, soit en mettant antécédent. Donc, dans ce tableau, 1 a-t-il pour image ou antécédent moins 1? Kylian. 1 a pour image moins 1. Très bien. Si on regarde bien, 1 est sur la première ligne du tableau. Donc, c'est l'antécédent. Le nombre qui est en face, donc en dessous, c'est moins 1. Donc, c'est son image. 1 a pour image moins 1. Alors, 0 et 2 sont-ils des images ou des antécédents de 5? Imen, c'est bon. Mégane. Ce sont des antécédents de 5. Très bien. Alors déjà, il y a un truc qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous en avez plusieurs, c'est forcément des antécédents. Un nombre ne peut avoir qu'une seule image. Par contre, un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Donc si on regarde bien le tableau, 5 est sur la deuxième ligne, donc c'est une image. 0 et 2 sont ses antécédents. Question C, 0 a-t-il pour image ou pour antécédent moins 3? Kylian. 3, vous voulez dire, monsieur? J'ai dit quoi? Moins 3. Ah, pardon. Alors, 0 a-t-il pour image ou pour antécédent 3? Antécédent. Antécédent. Oui. Alors, si on cherche les nombres 0 et 3, on s'aperçoit que 0 est en bas, donc c'est une image. 3 est en haut, donc c'est un antécédent. Donc, 0 a pour antécédent 3. Dernière question. 2 est-il l'image ou l'antécédent de moins 1? Alors, François, c'est bon. Alors, Kylian, vas-y. C'est son image. Oui, 2 est l'image de moins 1 parce que 2 est sur la deuxième ligne du tableau, donc c'est une image. Voilà. Allez, on va avancer un peu, on va essayer de faire quelques calculs. Alors, un petit exercice de base, mais je me suis aperçu qu'au brevet blanc, il y a eu pas mal d'erreurs, donc ce n'était pas forcément très clair. Traduire chaque égalité en utilisant le mot image. Alors, qui me fait une phrase avec le mot image pour le petit a? D'accord. Kylian, Bah, 1 a pour image moins 2. c'est dans l'autre sens. Corrige. 2 et moins 2 est l'image de 1. Toujours pas. Bah, je sais pas. Hein. Alors, qui c'est l'image? C'est moins 2 ou c'est 1? C'est 1.
Oui, on est d'accord. Mais c'est ta première phrase où les mots n'étaient pas dans le bon sens. Donc 1, c'est l'image de... Moins 2. Voilà. Donc quand vous avez cette notation, dans la parenthèse, c'est toujours l'antécédent. Toujours le nombre de départ. Et après le égal, ben, vous avez le résultat, qui est donc l'image. Donc on dira moins 2 a pour image 1, ou alors 1 et l'image de moins 2. Allez, quelqu'un me fait la... Maxime, tu me fais le petit b? Donc 1, moins 1 est l'image de x, et donc à l'inverse, x a pour image moins 1. D'accord. Bon, ça, c'était, on s'est mal compris entre petit b et petit d. Mais c'est ça. Donc, soit on dit que moins 1 est l'image de x, soit x a pour image moins 1. Le petit b, cette fois-ci. Enfin, non, pardon, on va sauter le petit b, on va passer directement au petit c, en gardant quelque chose avec des nombres. Mégane? 4 a pour image 0. Très bien. Eh bien voilà. 4 a pour image 0. Ou 0 est l'image de 4. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important que dans votre tête, ce soit bien clair qui est à quel endroit. Parce que même sur des exercices simples, si vous inversez la position de l'image ou de l'antécédent, eh bien, vous ne chercherez pas la bonne grandeur. Vous ne chercherez pas le bon nombre. On s'en fait deux autres. On va faire le petit a et le petit c en utilisant le mot antécédent. Et ensuite, on passera peut-être aux équations. Allez, quelqu'un veut me tenter une phrase du petit a avec cette fois-ci le mot antécédent? Bon, ça change pas. Ah, Sarah. Tiens, allez. Moins 2 est l'antécédent de 1. Très bien. Moins 2 est l'antécédent de 1. Ou 1 a pour antécédent moins 2. Quelqu'un me fait la phrase avec le petit c? Maxime? Et bah pareil, 4 est l'antécédent de 0. 4 est l'antécédent de 0. Ou 0 a pour antécédent 4. Voilà. Mais retenez bien que ce qui est dans la parenthèse, c'est toujours l'antécédent. Et ce qui est après le signe égal, c'est toujours l'image. Voilà, donc on a fait un petit tour rapide, mais comme on n'a pas eu, comme il est déjà moins 20 passé, on ne pourra pas en faire plus, mais j'en remettrai quelques-uns dans le prochain cours. Comme ça permettra de le voir deux fois, c'est encore mieux. Alors on va du coup de suite enchaîner. Donc vous allez voir, bon, tout cela on les reprendra la prochaine fois. Alors il y avait cet exercice-là. Bon, je vous l'avais laissé pour ceux qui voulaient le chercher, hein. Donc il fallait calculer la longueur du parcours fléché. Donc là, je vais vous présenter la correction. Je ne peux pas vous envoyer au tableau pour corriger. Donc on va passer un petit peu vite. Mais si, malgré la correction, pour ceux qui l'ont cherché, pour ceux qui n'ont pas regardé, ben, de deux choses l'une, hein, soit vous laissez passer, tant pis pour vous, soit vous essayez quand même de le trouver et vous comparez avec les réponses que je vous donne. Donc ici, on a un parcours A, B, C, D, E. On veut calculer sa longueur. On vous donne certaines dimensions et c'est à vous de trouver celle qui manque. Donc quand on avait fait la séance avant les vacances, on avait convenu de dire que les deux propriétés à utiliser, c'était le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Donc maintenant, on va rentrer concrètement dans le vif du sujet. Pour calculer la longueur de ce parcours, il faut trouver les trois longueurs que j'ai marquées d'un point d'interrogation. Donc la longueur BC, la longueur CD et la longueur DE. Donc on va commencer par la longueur BC. Donc on sait que c'est du Pythagore ou du Thalès. Alors du Pythagore, pourquoi? Parce qu'on vous parle de triangle rectangle, hein. On vous dit que le triangle ABC est rectangle en A. Donc ça, forcément, ça fait penser à du Pythagore. Et ensuite, on vous parle de droite parallèle. Et donc ça, inévitablement, ça fait penser aussi à du Thalès. Et puis, la forme de la figure aussi pas mal. Donc si on regarde bien dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on va utiliser? Thalès ou Pythagore? Pythagore. Pythagore, exactement. On peut essayer d'utiliser Thalès, hein. Vous allez écrire votre théorème de Thalès. Donc vous allez écrire que CA sur CE égale CB sur CD égale AB sur DE. Mais le problème, c'est que vous aurez un rapport CB sur CD qui sera complètement vide, où vous n'aurez aucune des deux longueurs. Donc si vous n'avez aucune des deux longueurs, vous ne pouvez pas le calculer. Donc là, c'est du Pythagore. On a un triangle qui est rectangle, dont on connaît
deux longueurs. Hop, voilà, je les zoome ici. Donc, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc, l'égalité de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Vous pouvez l'écrire dans ce sens-là ou en écrivant AB carré plus AC carré égale BC carré. Ça n'a strictement aucune importance. L'étape d'après consiste à remplacer les longueurs par des nombres. Si on veut pouvoir donner une longueur, il faut avoir des nombres. On calcule ensuite 300 au carré qui fait 90 000, 400 au carré qui fait 160 000. Et bien là, toute évidence, on les additionne. Ça fait 250 000. Mais il ne faut jamais oublier que le théorème de Pythagore ne permet pas de calculer directement une longueur. Le théorème de Pythagore, c'est une égalité d'air. Donc, si on veut calculer la longueur BC, ensuite, on est obligé de passer par la racine carrée et on trouve 500 mètres. Bon, ensuite, les deux autres longueurs qui nous restent à calculer, CD et DE, là, ça va être avec le théorème de Thalès. Donc, n'oubliez pas de rédiger correctement le théorème de Thalès. Tout ça, ça fait partie des points qui notent un exercice. Il faut que les points soient alignés, il faut que les droites soient parallèles, même si c'est écrit dans l'énoncé, il faut le répéter, parce que dans un énoncé de brevet, enfin, vous verrez, maintenant, vous avez vu, vous avez fait déjà un brevet blanc, que un exercice de brevet, ça utilise, enfin, il y a plusieurs questions, et chaque question peut faire appel à une propriété différente. Donc, dans l'énoncé, on va vous donner beaucoup d'informations, mais les informations ne sont pas toutes utiles pour une question. Donc, le fait de le réécrire, ça montre que vous êtes capable de savoir dans l'énoncé qu'est-ce qui va être intéressant pour utiliser, pour utiliser Thalès, c'est-à-dire les poids alignés, les droites parallèles. Donc, l'égalité de Thalès, je vous conseille toujours d'écrire en partant du sommet commun. Donc, le sommet commun aux deux triangles, c'est le point C. Donc, CA sur CE, CB sur CD et AB sur DE. Mais si vous écrivez CE sur CA, CD sur CB et DE sur AB, ça reste juste. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait un des rapports qui soit inversé par rapport aux deux autres. Là encore, on va placer toutes les longueurs que l'on connaît. Et pour trouver les deux longueurs qui restent, c'est simplement une affaire de produit en croix. Voilà, donc une fois qu'on a toutes les longueurs, on les additionne et on donne la longueur du parcours. Cet exercice-là avait été donné au brevet il y a de ça une dizaine d'années, je crois. Mais voilà, c'est emblématique d'un sujet de brevet, c'est-à-dire c'est un sujet où dans le même exercice, vous pouvez avoir du Thalès, du Pythagore, de la trigonométrie. Et c'est là qu'il faut être vraiment au point au niveau des connaissances pour percuter tout de suite sur la propriété qu'on va avoir besoin d'utiliser. Alors, la suite des équations. Donc, comme il nous reste peu de temps, on ne pourra pas tout faire. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est au moins d'essayer de faire un peu de technique pour que vous ayez ça en tête. Et ensuite, avec le lien vers la vidéo et le diaporama, comme j'ai fait pour les deux autres fois, je vous enverrai un peu de travail à faire pour la prochaine séance, qui sera jeudi. Et jeudi, on fera la correction de ce travail-là. Voilà. Donc, ça vous permettra à la fois de chercher tranquillement, ce qu'on ne peut pas toujours faire quand on est en classe virtuelle, et ensuite de me poser des questions s'il y a des choses qui vous ont posé problème. Alors, première équation. Je voudrais trouver la valeur de x qui fait que 3x moins 4 est égal à 5 plus 2x. Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour m'expliquer comment je peux trouver cette valeur? Bon, eh bien Maxime, en avant, c'est parti. Et bah d'abord on enlève les 2x. Ouais, Donc il reste 1x moins 4 est égal à 5. très bien. Après on enlève moins 4. Mhm. Donc ça nous donne 1x est égal à 1. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Tu m'as Ah dit, non, on rajoute 4. Donc 1x est égal à 9. voilà. C'est-à-dire, quand on dit on enlève moins 4, ben, littéralement, si je l'écris, ça veut dire que je fais moins 4. Et moins 4, ça revient à faire plus 4. Voilà. Et là, normalement, tout s'arrange. On arrive à 9. Voilà. Donc, c'est ça. On va en faire deux autres, si possible. Et ça encore, ça doit maintenant, bon, on l'a fait en quatrième. Alors, c'est vrai qu'en quatrième, on l'a fait sur la période où on travaillait encore en demi-groupe. Donc, tout le monde n'a pas forcément travaillé dans les meilleures conditions.
Mais ça fait aussi partie des grands classiques du brevet, une équation. Et l'avantage d'une équation, c'est un peu comme un développement avec la distributivité, c'est qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est de la mécanique. C'est-à-dire, on la voit et on sait quasiment tout de suite qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour y parvenir, ça veut dire qu'il faut le travailler, en faire, en faire, en faire. Pour certains, en faire beaucoup, au bout de 5, c'est bon. Pour d'autres, il faut en faire 10. Pour d'autres, il faut en faire 15. Ça, c'est pas grave. Si on est prêt à y passer le temps, on est capable d'y arriver. Allez, on en fait un deuxième. 8x moins 6 égale 2x plus 23. Alors, vous pouvez prendre la parole. Si vous vous trompez, c'est absolument pas grave. Mais c'est mieux si ça vous permet de voir si vous êtes capable de le faire ou alors si vous faites une erreur, pourquoi vous la faites. Allez, est-ce que quelqu'un veut s'en occuper de celle-là? Sarah? On fait moins 2x. Ouais. Après, on fait moins 6. Alors déjà, qu'est-ce qui va nous rester à ce stade-là si j'enlève 2x de chaque côté? 6x moins 6 est égal 23. Parfait. Ensuite, On enlève 6 de chaque côté. ce qui nous fait Et bah 6x est égal 27. Non, 17. non, c'est pas 6 qu'on enlève, c'est C'est moins 6. moins 6, oui. Faire attention aussi. Voilà. Parce que moins 6, en fait, c'est une quantité que tu enlèves. Donc, si tu enlèves de nouveau moins 6, moins 6 et moins 6, enlever 6 deux fois de suite, ça revient à enlever 12. Mais ça ne va pas s'annuler. Donc, alors, je t'écoute. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ben on enlève 6 de chaque côté. Ben, du coup, on enlève moins 6 de chaque côté, ce qui fait 6x est égal 17. toujours pas. Parce que si tu enlèves moins 6, ça revient à... Ah oui! D'accord? Voilà, ça revient à ajouter 6 de chaque côté. Donc, ça nous fait 6x égale Et ben 30. au 30, non, 29. 29. Voilà. Bon, là, on n'est pas encore arrivé au bout puisqu'on n'a pas la valeur de x, on a la valeur de 6 fois le nombre x. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire comme dernière opération, Sarah? 29 divisé par 6. Eh bien, voilà, 29 divisé par 6. Alors, pour ce qui est de la présentation du résultat, vous faites 29 divisé par 6 et après, il se produit deux choses. Soit en faisant la division 29 divisé par 6, ben, vous vous rendez compte que ça donne un nombre entier ou décimal. Dans ce cas-là, vous mettez le résultat. Ou vous apercevez que ce n'est pas un nombre décimal, c'est-à-dire que c'est un nombre qui a plein de chiffres après la virgule qui ne s'arrête pas, c'est un nombre rationnel. Et dans ce cas-là, vous laissez la fraction, vous vous embêtez pas. Sauf si dans l'énoncé, on vous demande de donner une valeur arrondie. Allez, Oh. oui? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Maxime? Ah non, non. Non, parce que j'ai entendu quelqu'un parler. Non? Levez la main s'il y a quelque chose à dire. Bon, dernière chose avant qu'on passe au dernier cas, que vous enleviez les x d'abord et le 6 après, ou l'inverse n'a aucune importance. Si j'avais d'abord enlevé moins 6 et ensuite enlevé 2x, je serais arrivé exactement au même point. Donc ne vous dites pas que si vous ne faites pas les choses exactement comme on les fait, ça ne marchera pas. Ce n'est pas vrai, il y a plusieurs façons de faire. Bon là, moi je suis obligé de le préparer à l'avance, donc je prends le chemin qui me paraît être le plus logique de votre point de vue. Mais si certains vous faites différemment, c'est pas pour ça que c'est faux. Il faudra juste me le demander pour que je vérifie si c'est bien correct. Allez, le dernier. 3x plus 8 égale moins 1, moins 9y. Allez, on conclut avec Maxime. Eh bien, on t'écoute. Et vous êtes trompé, c'est Y. Ah oui, bon, pardon, c'est y. Mais bon. On enlève 3Y. Ah, eh ben tu vois. Ah. Alors attends, je bouge pas. On va y arriver. Je vais juste prendre l'outil. Alors, il faudra que vous soyez très. Non, mais après, je peux faire dans ce sens-là, hein. Non, 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 non. Au contraire. Alors, tu me dis on enlève.
J'ai dit on enlève 3. moins 3y. Moins 3y. C'est juste que c'est pas forcément facile à faire à coup de souris, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui reste à gauche? Donc c'est plus 8, donc 8, 8, qui est égal à moins 1, moins 12y. moins 12y, voilà, puisque moins 9, moins 3, ça fait moins 12y. Alors ensuite, que fait-on? Et donc bah, après, on enlève moins 1, donc c'est-à-dire plus 1. Donc ça veut dire 9 est égal à moins 12y. Donc 8 et 1, 9, qui est égal à moins 12y. C'est intéressant parce que justement, tu l'as fait différemment, mais ça marche tout aussi bien. Et pour trouver y, maintenant, on fait comment? Et ben on fait 9 divisé par 12. 9 divisé par 12. moins 12. Hein. Moins Attention. 12. Faites bien attention de ne pas vous tromper dans le sens de la division. Je ne dis pas ça pour toi, mais si certains auraient pu faire moins 12 divisé par 9. Donc c'est un nombre négatif et 9 divisé par 12, Moins 0,75. ça fait 3 quarts, donc 0,75. Donc là, comme c'est un nombre qui se finit, on peut parfaitement l'écrire en écriture décimale. Voilà, bon, ben, il est moins 5. On n'a pas été aussi loin que je voulais. Bon, en même temps, ça ne sert à rien de courir si ça va trop vite. Donc, je vous enverrai tout ça pour que vous puissiez le reprendre à tête reposée si certains en ont besoin. Un petit peu de travail à faire en autonomie pour jeudi. Et puis, on se retrouve jeudi pour la deuxième séance. D'ici là, ben, passez une bonne journée. Hein, et puis, à bientôt. Au revoir. Oh. Au revoir. Au revoir. Au revoir.